Selkane, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Être humain pleinement, un ouvrage que vous venez de publier aux éditions Stock. Et il s'agit d'un essai à travers lequel vous cherchez à cerner ce qui fait notre humanité. Alors un thème passionnant que vous abordez avant tout par la forme romanesque en nous racontant l'histoire de deux vraies jumelles, Dewi et Eka. Alors est-ce que vous pourriez nous raconter cette fable et la façon dont elle s'est imposée pour introduire votre réflexion ? Cette réflexion est très ancienne. Parce qu'il y a 46 ans de cela, le 17 avril 70, mon papa s'est donné la mort en me laissant une lettre qui se terminait par « Sois raisonnable et humain ». Et pendant 45 ans, j'ai cherché ce qu'il avait bien voulu me signifier par là. Et une grande partie de ma production littéraire a trait à cette question. Qu'est-ce que c'est qu'être humain ? Et donc, le point final, en quelque sorte, la copie que je rends à Jean Kahn, mon père, c'est être raisonnable et humain. Et je voulais, pour faire le point de cette question, par conséquent, je voulais partir d'une situation extrêmement pure. Deux personnes, deux filles, qui sont des vraies jumelles, dont 100% des gènes et donc des capacités, a priori, sont identiques. Mais après un incendie, l'une d'entre elles est sauvée, aura une enfance dans une famille recomposée, aimante, relativement simple, et ensuite sera une bonne écolière, étudiante, très brillante. Elle deviendra chercheuse internationale, thèse à Amsterdam, postdoc à Princeton, ensuite un poste de professeur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et c'est une femme les plus brillantes de sa génération. On pense qu'elle peut avoir le prix Nobel, elle aura le prix Nobel. On croit que sa sœur est morte dans l'incendie. Mais en réalité, elle a été récupérée par une maman orang-outan dont le petit singe, le bébé, avait été mangé la veille par un léopard de Bornéo. Cela se passe à Bornéo. Et la femelle l'a emmenée avec elle dans les grands nids, en haut des arbres, où résident les orang-outans dans le parc national tout proche. Et là, elle a vécu 10 ans, élevée dans cette famille de primates, enfants sauvages. On la retrouve à l'occasion d'une déforestation pour planter des palmiers à huile. Elle ne parle pas, grande fille aux cheveux noirs emmêlés. Après l'avoir examinée, on la confie à une institution pour retardés mentaux. Et là, son destin est tragique. À 14 ans, elle est violentée, elle a un enfant qu'on lui prend, elle décompense une maladie psychiatrique grave et dans la cachexie, elle meurt avant 18 ans. Voilà donc deux filles, un clone. L'une a un destin prodigieux, une des femmes les plus brillantes de sa génération, et l'autre a un destin tragique. Comment Dewi a-t-elle pu se procurer les outils qui lui permettront d'édifier une vie si brillamment humaine, et pourquoi Eka n'a-t-elle pas pu le faire? Voilà ce que le livre ensuite développe, sans jamais que je ne laisse de côté mes deux héroïnes, surtout Dewi naturellement. Alors, à travers cette histoire d'Eka et Dewi, vous nous montrez de manière lumineuse que notre humanité se construit surtout et avant tout dans notre rapport à l'altérité, à l'autre et aux autres. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce rapport à l'autre et sur la façon dont il se construit et nous construit? Oui, on ne peut pas concevoir l'humanité au singulier. L'humanité est un mot qui ne s'entend qu'au pluriel. Il faut être au moins deux pour être humain, s'humaniser l'un l'autre. Je compare l'humanité à ce que seraient des bûches rougeoyantes du fait de leur programmation génétique, mais éloignées dans l'âtre de la cheminée, elles ne peuvent s'enflammer. Il faut qu'elles se rapprochent pour qu'elles s'embrasent elles-mêmes et que jaillisse la flamme de leur commune humanité. Ainsi en va-t-il de l'humanité. La raison pour laquelle Dewi arrive à épanouir ces outils, c'est qu'elle est d'emblée dans l'intersubjectivité d'une société humaine et malgré l'affection incontestable que doit lui porter sa maman nourricière orang-outan, Eka n'a pas du tout la même stimulation intellectuelle. Et ce qui n'a pu se faire dans les premiers âges de la vie est perdu irréversiblement parce que les structures neurologiques nécessaires à cette imbibition dans une société humaine dégénèrent lorsqu'elles ne sont pas stimulées. Par la suite,
quand on y réfléchit, et je demande à n'importe qui regarde cette vidéo d'y réfléchir, si l'on se demande comment dans la vie pouvons-nous être heureux, il peut observer qu'il est impossible d'être heureux sans l'autre. Par conséquent, on ne peut être soi que grâce à l'autre, et étant soi, on ne peut l'épanouir et accéder à des joies et au bonheur qu'avec l'autre. Alors si on revient à Dewey, l'autre jumelle qui donc grandit au sein d'une famille aimante et qui sera une des femmes les plus brillantes de sa génération, on s'aperçoit que son épanouissement il se construit bien sûr dans l'enfance, mais pas seulement. Tout au long de sa vie, il est aussi rendu possible par son caractère et sa volonté. Et vous écrivez une phrase très importante: osons vouloir, alors nous pourrons peut-être. Dans quelle mesure est-ce que cette phrase pourrait et devrait guider chacun de nous, humains, selon vous? Je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, les gens sont persuadés qu'ils ne peuvent plus rien, à part peut-être sur leur destin individuel, parce que tout dépend d'autres forces que les leurs, du marché, des gènes, que sais-je. Et j'ai été parrain de nombreuses promotions de grandes écoles. Et je me suis aperçu que ces jeunes diplômés, filles et garçons, extrêmement brillants, quand on leur demandait ce qu'ils voulaient faire au-delà de leur propre promotion individuelle, pour agir sur le monde, alors ils étaient quoi? Dewey, elle, sait comment se développer elle-même, mais elle sait également comment agir sur le monde, agir pour les autres, dans sa recherche. Elle met au point des méthodes révolutionnaires pour traiter les accidents neurologiques, les maladies dégénératives du cerveau, les séquelles des accidents cardiovasculaires, peut-être même cardiovasculaires avec conséquences cérébrales, cérébrovasculaires, et peut-être même les conséquences intellectuelles, cognitives, le déclin cognitif du vieillissement. Elle ose vouloir, elle a pu acquérir, et ça c'est pas elle qui l'a voulu, mais elle a pu acquérir dans cette ambiance humaine les outils dont elle se sert maintenant, dont elle ose se servir. Elle ose vouloir, et elle, en plus, elle est très douée et elle peut, en effet. Mais de toute façon, quiconque, s'il n'avait pas osé vouloir, évidemment, n'aurait connu que l'échec assuré. Alors, si on repart du postulat que notre épanouissement est avant tout lié aux autres et à notre rapport à l'altérité. Je crois que c'est plus qu'un postulat. C'est plus qu'un postulat. C'est une observation. Oui, à cette observation. On peut aussi s'interroger sur notre monde et sur notre société en se demandant s'ils sont propices au développement d'une vie pleinement humaine. Mais est-ce que c'est une condition essentielle ou est-ce que notre humanité peut résister à un monde hostile, selon vous ? Bien évidemment, notre humanité peut résister à un monde hostile. Nous pouvons nous épanouir alors que le monde n'est pas idéal. D'ailleurs, cette question m'amène à aborder celle de la révolte, après Camus, et je vais dire là, dans les traces de Camus. Est-ce que le monde est idéal et le monde le plus favorable à l'épanouissement d'une vie authentiquement et brillamment humaine? Personne ne le pense, bien entendu. On peut néanmoins s'y épanouir parce que nous avons les outils pour ce faire. Mais on ne peut pas, en même temps, ne pas être révolté par tous les obstacles que la société impose à cet épanouissement. Mais alors la question se pose du type de la révolte. La révolte, c'est contre ce qui est inacceptable. Comment peut-on accepter que des femmes soient brimées, que des gens pour des raisons socio-économiques soient effroyablement brimés, que des personnes handicapées soient empêchées d'accéder à leur pleine citoyenneté. Bien d'autres choses encore. Comment peut-on l'accepter? Ne pas accepter l'inacceptable, c'est être révolté et être pleinement humain. Mais dès lors, cette révolte contre l'inacceptable ne peut en aucun cas, engendrer de l'inacceptable. Car autrement, elle ruinerait les bases sur lesquelles elle est établie. Et bien évidemment, cela suffit à faire justice de l'alibi de la révolte de certains terroristes, dont l'action, tuant des centaines, des milliers dans le monde de personnes très loin des causes de leur révolte, dont l'action ne peut qu'induire, que susciter la plus implacable des révoltes, des indignations. C'est-à-dire que la révolte qui est humaine, qui est légitime, c'est la révolte à hauteur d'homme. Celle dont parle Camus et celle qu'il illustre notamment dans La Peste, avec l'action du docteur Rieux dans Oran, qui est
bouclé, en quarantaine pour la raison de la peste. Alors finalement, à travers l'histoire de Dewey et Eka, vous explorez donc les étapes et les conditions d'un épanouissement humain, ce qui le rend possible et ce qui permet de le prolonger. Mais finalement, en cherchant à définir ce qui nous rend pleinement humain, est-ce avant tout une philosophie de vie, la vôtre, que vous souhaitiez mettre en mots? Philosophie peut-être, expérience aussi. Vous savez, je vais vous dire, mon papa m'a donc laissé un message important qui a été une ligne directrice déstabilisante aussi, mais directrice toute ma vie. Cherchant à répondre à l'injonction paternelle, sois raisonnable et humain, j'en ai été amené moi aussi à établir ce qui était important, selon moi, après tous ces efforts pour être humain. Et moi aussi, j'ai envie de laisser un message à mes enfants, petits-enfants, à tous ceux qui accordent de l'importance à ce que je dis. Ce message, c'est en quelque sorte celui-là, appelez-le philosophie, sagesse, expérience, comme vous voulez. Mais en effet, il y a là quelque chose auquel j'ai très abondamment réfléchi, que j'ai vécu et que je veux transmettre.